Avant-hier, tu ne pouvais que trouver ton produit, l'acheter, le vendre dans une zone près de chez toi, ou alors tu faisais des kilomètres pour aller chercher ton produit, mais tu ne pouvais pas te le faire livrer. Aujourd'hui, on est vraiment un e-commerçant entre particuliers et même entre professionnels et particuliers, où tu peux payer de façon sécurisée sur la plateforme, te faire livrer en point relais, en casier, à domicile. Tu peux payer en plusieurs fois. On est en train et c'est que le début, parce qu'on est en train de monter en puissance par rapport à ce que font les e-commerçants depuis longtemps, sur tout ce qui est notamment services additionnels autour du SAV, de la sécurité. Comment tu donnes la chance et les moyens de la seconde main de devenir le premier choix des Français. C'est ça ma mission. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Il ne doit pas exister une journée sans que le sujet de l'économie circulaire soit mis sur le devant de la scène. Les acteurs du retail et du e-commerce ont tous compris l'intérêt de s'engager dans la direction de la seconde main. Les solutions technologiques se développent et rendent le déploiement des fonctionnalités d'achat et revente de produits d'occasion de plus en plus facile. L'économie circulaire n'est cependant pas quelque chose de nouveau et elle existe dans la culture française depuis longtemps et peut-être que le tout premier acteur est Emmaüs créé par l'abbé Pierre. À ce titre, je ne peux que vous inviter à écouter l'épisode 151 avec Maud Sarda, directrice de la marketplace Label Emmaüs. Mais s'il existe bien une singularité à la seconde main, un caractère fort qui la symbolise, c'est qu'elle est en premier lieu une économie C2C, consommateur à consommateur. En effet, les produits d'occasion se sont toujours massivement échangés entre particuliers. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Amandine De Souza, directrice générale du Bon Coin. Plus besoin de présenter Le Bon Coin, je pense que sa notoriété et sa popularité le placent déjà parmi les marques patrimoniales françaises. Avec Amandine, nous allons nous attarder sur ce fameux marché de la seconde main. Et entre inflation, sensibilité au prix, changement de mode de consommation et prise de conscience écologique, comment les consommateurs se comportent-ils? Quelles sont leurs attentes et leurs besoins? Tout le monde connaît Le Bon Coin, mais cela ne nous empêchera pas de nous attarder sur sa proposition de valeur et les évolutions fonctionnelles en cours et à venir. Nous chercherons à savoir comment la plateforme s'intègre dans le projet plus global du groupe norvégien Adevinta, dirigé depuis août 2022 par Antoine Joutot, le prédécesseur d'Amandine. Enfin, nous terminerons par le sujet de la relation client. Dans le cadre d'une plateforme C2C, il faut apporter une attention particulière aux utilisateurs de la plateforme qui sont à la fois des vendeurs et des acheteurs selon les jours. Alors comment se passe le service client, l'acquisition, la fidélisation ou encore la gestion de la data? Mais avant de répondre, Amandine, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, Amandine De Souza, je suis directrice générale du Bon Coin que j'ai rejoint depuis 6 mois. Après un parcours retail, je suis quasiment née dans la boutique de mes parents à Grenoble qui était disquaire. Et donc déjà dès le plus jeune âge, je me souviens de clients venant échanger les vinyles dans la boutique de mon père et de ma mère chez Croc-Oreille. Et donc je pense que cette notion de la seconde main qu'on va évoquer aujourd'hui, je l'ai rencontrée dès le plus jeune âge.
Alors, on va revenir sur ton parcours. Tu as un profil plutôt ingénieur, commercial, marketing. C'est quoi ton background académique, entre guillemets? J'avais des ambitions fortes de devenir astronaute, donc j'ai fait une maths sup, puis assez vite je me suis rendu compte que non, ça allait pas le faire. Et donc j'ai bifurqué pour une prépa HEC. J'ai fait une école de commerce, le SCP, où je me suis laissé toutes les portes ouvertes. J'avais fait des stages en finance, une majeure finance, mais des stages en marketing aussi, pour essayer de toucher un peu à tout. Finalement, mon stage de fin d'études, c'était chez Bain, conseil en strat, où j'ai signé. J'ai passé 4 ans et demi. Alors quand on est junior... On est en quelle année globalement quand tu rentres chez Bain? Tu finis tes études et que tu rentres chez Bain? Je commence en 2005. Ok. Tu rentres, c'est un parcours qui est assez classique. Ouais, école très de classique. commerce, cabinet de strat. C'est pour toi, comme pour beaucoup de gens qui ont fait ça, la continuité de ce que tu as appris en école, plus appliqué, c'est la suite d'une formation. Qu'est-ce que tu retiens finalement de tes 4 années et demie chez Bain? En fait, je savais pas ce que je voulais faire, et donc c'est vrai que de plus en plus tôt d'ailleurs, on essaie de savoir, que les jeunes se décident à pourquoi ils veulent passer leur vie, et c'est hyper difficile. Donc moi, je m'étais dit, je me laisse le maximum d'opportunités. Et en faisant le stage d'abord chez Bain, je me suis rendu compte que déjà il y avait des gens qui étaient hyper sympas. C'était une vraie continuité de l'école, work hard, play hard, qu'on était exposé à différents secteurs, à différentes problématiques de boîtes, aller chercher de la croissance, de la réduction de coûts, moins fun, mais ça fait partie de la vie des boîtes, des nouvelles géographies à développer, et exposé à de la direction générale d'entreprise, alors que toi, tu viens avec ta petite valise d'école et tu sais pas faire grand-chose. Donc j'ai trouvé que cette exposition-là était super, en France et à l'international. J'ai eu la chance de faire des missions à Dubaï, de faire un échange de bureau à Singapour pendant 7 mois. Donc évidemment, ça, tout en continuant à être formé à l'intérieur de la boîte. Donc je trouvais que c'était extraordinaire. J'avais pas forcément envie de faire carrière dans le conseil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui m'intéressait, c'était de décider et d'aller au bout de ces décisions, c'est-à-dire qu'on conseillait beaucoup de choses. On avait des clients récurrents qui pouvaient revenir, où on voyait si les conseils avaient été appliqués. Mais au final, t'es pas maître de ce qui va se passer une fois que le conseil est délivré. Et donc moi, je voulais passer de l'autre côté. C'est pour ça que quand j'ai décidé de quitter le conseil après 4 ans et demi, je me suis dit, je veux un job direct opérationnel. Je veux pas passer forcément par une cellule strat pour à nouveau avoir une vision complète et puis décider de là où je pourrais avoir un impact opérationnel. Je veux un job opérationnel tout de suite. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée chez Casino. Avant que tu te retrouves chez Casino, chez Bain, tu pars de chez Bain avec, c'est quoi l'asset ou les assets forts? C'est quoi? C'est une connaissance multisectorielle? C'est des méthodologies de travail? C'est un réseau? C'est quoi? C'est de la capacité travail appliqué, c'est-à-dire à l'école on apprend des choses mais on fait un peu de stage mais on l'applique pas vraiment. Là on est poussé à avoir des rendus qui sont tangibles pour les boîtes, donc on travaille beaucoup avec une méthodo et une formation continue au sein de la boîte qui en fait sert à une entreprise, mais une fois que tu l'as fait plusieurs fois sur plusieurs secteurs différents, évidemment tu peux le reproduire. Donc c'est vraiment un bagage d'outils ensuite quand tu es amené à diriger une boîte qui sont hyper utiles, de réflexion, de sizing de marché, d'opportunités, de listing d'outils que tu peux utiliser plus tard dans ta vie professionnelle. Tu pars évidemment avec un réseau très fort. Moi, j'ai encore des partenaires de Bain qui étaient déjà partenaires à l'époque, parce que moi, les stagiaires que je gérais, ils sont devenus partenaires depuis, mais les partenaires qui sont restés, certains sont des mentors auxquels je me rapproche régulièrement quand j'ai des questions sur mon avenir professionnel, sur des questions business, et qui sont toujours très à l'écoute, et plein de copains, parce qu'évidemment, c'est difficile, on bosse beaucoup, c'est intense, et à la fois, c'est une continuité de l'école, donc on s'amuse aussi beaucoup ensemble, et ça fait des amis, ça crée des amitiés pour la vie. Aujourd'hui, j'ai encore un très très gros réseau de personnes avec qui j'ai été chez Bain. Bon, merci pour cette précision, mais c'est intéressant que tu le dises parce que c'est pas souvent qu'on l'entend.
intéressant et c'est vrai de comprendre. On raconte, oui, alors on passe dans les cabinets de strat, on a fait de la strat et après on a évolué. Mais c'est vite balayer la réalité et là on comprend bien en fait ce avec quoi tu repars. Ouais, et là où je suis encore étonnée aujourd'hui, c'est peut-être français, mais quand tu as ce double bagage d'un rôle, de conseil en strat et d'un rôle opérationnel, honnêtement, ça t'ouvre des portes. Encore aujourd'hui sur des opportunités où je sens que c'est plus valorisé d'avoir fait le conseil en strat et un job opérationnel que juste le job opérationnel. Donc je conseillerais encore aux jeunes qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et puis les cabinets ont changé aussi, je pense, font beaucoup plus gaffe à vie pro, vie perso. De toute façon, sont forcés s'ils veulent rester attractifs, à se poser ces questions-là. Voilà, mais ouais, non, j'ai aucun regret, bien au contraire, ça a été une super entrée en matière dans le monde du travail. Donc tu rentres après chez Casino, dans le groupe Casino, au niveau de la holding, de l'enseigne, c'est pour faire quoi ? Au niveau de la centrale d'achat, en fait, c'est une rencontre avec Jean Duboc, donc un manager de l'époque qui me fait confiance. Il y avait une greffe à prendre dans les deux sens, c'est-à-dire moi j'arrive, j'ai géré au maximum 3-4 personnes câblés comme moi, ingénieur ou école de commerce, mais voilà, pas très diversifié. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve directrice de la maison, donc du secteur de la maison, donc art de la table, linge de maison, électroménager, un secteur. On se remet en 2009 qui est en plein boom, c'est-à-dire que c'est des univers qu'ils ont pris de l'univers du textile, de l'univers de l'électroménager et de l'univers des loisirs, parce que c'est la période des émissions de télé où on se reçoit chez soi, on fait de la cuisine à fond, mais c'est nouveau, et donc le marché de la maison explose, et notamment dans les hyper et les supermarchés. Donc moi, j'ai une équipe acheteurs, multi-enseigne pour le groupe Casino. Donc le groupe Casino, c'est à l'époque Géant Casino, là où il y a le gros de l'activité, mais aussi Monoprix, Franprix, Leader Price et Discount. Et donc on négociait avec les marques non alimentaires de la maison pour ces enseignes-là. Développer la marque propre. Tu prends ce poste-là, quel âge tu as là, en toute indiscrétion? Parce que j'ai 30 ans. Ouais. J'ai 30 ans et c'est une cinquantaine de personnes. C'est facile d'arriver dans ce milieu-là, une jeune femme de 30 ans qui doit diriger une cinquantaine de personnes? Alors, je suis super bien accompagnée par des anciens de Casino, par Jean Duboc, donc je te citais, qui est un super manager et prend le pari de prendre une jeune femme de 30 ans qui n'a pas d'expérience, qui vient pas du magasin, qui sort avec son bagage de conseiller en strat, mais pas plus. Et moi, j'arrive à la fois, je me souviens très bien, la première fois que je prends l'autoroute là, pour aller à Croissy-Beaubourg avec un syndrome de l'imposteur en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire, va falloir que là je m'adresse à l'ensemble des équipes, comment je vais m'en sortir, et en même temps beaucoup d'humilité, de dire je sais ce que je sais, c'est-à-dire ce que j'ai vu par rapport à tous les cas auxquels j'ai été confrontée, j'allais dire, c'est pas vraiment le mot, mais amenée à travailler en conseil en strat. Mais je sais aussi tout ce que je sais pas, et moi j'ai besoin des équipes pour réussir. Je pense que j'ai eu un discours de franchise justement sur ces aspects-là, de dire c'est vous qui connaissez votre marché, c'est vous qui connaissez le retail, comment fonctionne le magasin, l'hypermarché, et donc moi j'ai besoin de vous pour réussir. Je sais donner une vision, prendre des décisions, les mettre en œuvre, j'espère, et c'est ensemble qu'on va y parvenir, et c'est grâce à ça que la greffe se prend, et finalement je vais passer presque 5 ans et demi chez Casino. Dans les achats ? Ouais, alors toujours cette partie achat très proche des hyper super, donc développement de la marque propre, la promotion, layout en magasin, donc assez proche du terrain quand même si j'ai pas géré à l'époque les équipes magasins. Et après effet barba papa, donc j'ai la maison, puis la maison et les loisirs. J'ai mes 2 enfants chez Casino, je suis promue à chaque enfant, donc c'est un truc assez incroyable quand même qu'il faut rappeler sur cette boîte. T'as tes 2 enfants chez Casino, donc tu as eu 2 enfants pendant tu étais chez Casino. Exactement. Ouais. Donc, je me souviens être enceinte de mon premier enfant, je dirige la maison, je vais partir en congé maternité, et là, on me dit que je vais récupérer, en plus de la maison, les loisirs. Donc, ok, inattendu, pourquoi pas. Et donc, à mon retour de congé maternité, j'ai ces 2 secteurs. Et après, je récupère l'ensemble du non-alimentaire. Donc, tu rajoutes textile, prêt-à-porter, et multimédia.
électronique grand public, avec des tendances sur le marché très différentes. C'est l'époque où il y a des murs de télé qu'on réduit à fond, parce qu'évidemment, ces discounts notamment, mais d'autres, prennent ce marché-là d'un point de vue, et notamment sur le digital. Et la maison qui, elle, gagne des mètres carrés, parce que plein boom de ces catégories-là, le culinaire, les poêles, les casseroles, l'art de la table, on reçoit chez soi, on aime se faire plaisir. Et donc, des grands changements stratégiques au sein de ce non-alimentaire. Tu vas nous parler de la suite. Avant de nous en parler, c'est quoi, là encore, même question que pour Bain, les assets avec lesquels tu repars? C'est une expérience qui est un peu plus longue, de 2 ans, enfin en tout 6 ans et quelques, hein, c'est ce que tu... 5 ans et demi, 5 ans et demi. Très opérationnel, et tu le disais, c'était ta volonté de rentrer dans le côté opérationnel pour être un peu plus hands-on, comme on dit en anglais, j'imagine, et découvrir une autre dimension du business. C'est quoi alors ce avec quoi tu repars? Bah là, je repars avec une expertise quand même achat que j'ai apprise chez Casino. Comment se passent les négociations, comment tu prépares tes négos. On sait à quel point c'est difficile, même si c'est pas de l'alimentaire. C'est plus soft qu'en alimentaire, en ayant vu ce qui se passait chez les voisins, on était sur le même plateau. Donc c'est quand même beaucoup plus dans le partenariat et en tout cas à l'époque très constructif. Donc j'apprends cette expertise-là. Et puis c'est manager des équipes différentes de toi, les accompagner individuellement et collectivement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce côté chef d'orchestre que j'aime bien et je me dis... Voilà, je veux continuer à manager. Je veux continuer à avoir la gestion d'un P&L, d'un compte de résultat. Donc c'est vrai que là, c'est achat, mais en fait, je suis responsable du chiffre d'affaires, de la marge et des stocks. Triptyque qui est difficile en même temps, tu peux pas répondre à toutes les il y a une forme de quadrature du cercle par exactement. Et puis sur le fait d'assumer, enfin de prendre les décisions, ce que je voulais, quoi, et de les assumer. Et je repars en me disant, en fait, le plus important, c'est de décider. Même si c'est pas la bonne décision, au pire, tu reviens, tu réessayes, mais il faut bouger, quoi. Donc, c'est comment les équipes, on fait des choix, on se trompe, on recommence. Et donc, j'apprends le test and learn aussi et le retail, pour ça, c'est super parce que assez vite, quand tu prends des décisions et que tu mets des choses en place, t'as les fruits si ça fonctionne. C'est immédiat. Donc, tu fais une promotion, tu vois bien s'il y a de l'uplift, si ça fonctionne, tu changes le layout dans le magasin, tu vois bien comment se passent les flux et si les clients adhèrent. Et si c'est pas le cas, comment tu corriges le tir. Et donc, là, c'est ça où je m'éclate en me disant, voilà, on va au bout de nos décisions, on peut se planter, on recommence. Et voilà, avec l'envie de continuer PNL, équipe, et toujours d'apprendre. Moi, ce qui m'intéresse dans tous les jobs quand j'ai changé, c'est de me dire qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau dans ce job-là. Et là, pourquoi tu changes et qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai une dernière expérience rapidement chez Casino à l'international qui a été quand même hyper importante. C'est-à-dire ma dernière mission chez Casino, je passe de l'autre côté, je gère les bureaux de sourcing pour le groupe. Donc, en fait, alimentaire et non alimentaire, la négociation directement avec les usines. Bangladesh, Chine, Thaïlande, Vietnam, Colombie. Et j'ai une équipe d'acheteurs en Suisse aussi, donc beaucoup plus internationale. Et ça me plaît bien. Donc c'est quelque chose que je vais rechercher après, plus tard dans mon parcours. Et je me dis... Combien de temps tu fais ça ? Tu as cette responsabilité ? Un peu moins de 2 ans. En fait, c'est à mon retour de mon deuxième enfant. Et là, en fait, je m'aperçois que je suis quand même beaucoup dans les avions, que c'est un job hyper intéressant parce que très différent de ce que j'ai fait et en même temps pas très compatible avec ma vie de famille. Donc je me dis, je suis un peu rattrapée aussi par la police, à savoir mon conjoint, qui me dit t'es bien sympa, mais ce serait bien que on te voit un peu plus. Et donc là, à cette époque-là, je me dis, j'aimerais bien faire du digital. En alimentaire à l'époque. Là, on est en quelle année ? Là, 2011, 2012 Non, on est déjà plus tard, 13, 14, 2015. 15, ok. 2015. Donc alimentaire, c'est les prémices, on se pose la question, est-ce que l'alimentaire va un jour marcher sur Internet ? Oui, non, comment ? Mais il n'existe pas grand-chose. Non alimentaire, on a cette Cdiscount dans le groupe où j'aurais pu aller, mais c'était à Bordeaux et j'étais pas mobile. Et donc je me dis, faut que j'aille... j'aime le retail, j'ai envie de continuer là-dedans, mais il faut que j'aille un peu me confronter au digital. Et donc par réseau,
je rencontre les équipes de Westwing, donc un site de vente privée de mobilier décoration, une boîte allemande dans l'univers Rocket Internet, dont je viens rapidement à diriger la France. Donc le produit Westwing, le site est centralisé, c'est le même dans tous les pays, le site est présent dans une dizaine de pays. En revanche, après, toutes les équipes sont délocalisées. C'était le parti pris de se dire en déco, les choix des consommateurs sont très différents de ce qu'on consomme en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France. Donc, et c'est un site qui est très drivé par l'éditorialisation du site. Donc c'est vraiment le L-Déco, si tu veux, en ligne. Donc tu es projeté dans des univers où tu as envie d'acheter parce que on reproduit la déco d'une personne connue, on reproduit la déco d'un hôtel. Et donc il y a beaucoup de styles. Donc les stylistes sont dans chacun des pays. L'achat, la supply chain, on a des entrepôts qu'on opère nous-mêmes pour faire voyager les produits. On développe progressivement la marque propre aussi de cette marque-là. Et donc, je m'éclate. C'est les 3-6 ans de la boîte. C'est un changement culturel énorme parce que c'est vraiment en mode start-up. J'arrive pour accompagner la croissance. On déménage de siège 2 fois, d'entrepôt 1 fois. Et donc, 3-6 ans, c'est-à-dire que c'est plus les tout débuts, mais tout le monde fait encore un peu tout. Et moi, j'arrive pour quand même porter cette croissance et structurer la boîte, c'est-à-dire mettre du mid-management, spécialiser les équipes. Donc, je vais chercher des experts, des achats, de l'offre, du style, pour un peu spécialiser les managers dans l'organisation. Là, tu es côté plus front par rapport au marché, ou c'est toujours très orienté sourcing, catalogue produit. Finalement, la vente, côté vente, est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi dans ce poste-là ? Ouais, tu as les deux. T'as un vrai sujet, en plus on est peu connu, d'aller dénicher des fournisseurs qui veulent bien vendre des collections actuelles en vente privée chez nous, et ils le font parce que le cadre est très différent de ce que peuvent proposer, les volumes aussi, mais un vente privé de l'époque ou un showroom privé. Donc tu as beaucoup de sourcing, on passe nos vies à Maison et Objets dans les salons, aller trouver les bons fournisseurs qu'on partage en plus à l'échelle européenne pour ceux qui veulent. Mais il y a aussi tout l'aspect de ce qu'on propose aux clients, de la façon dont on va justement éditorialiser nos campagnes. C'est pas par marque, c'est vraiment comme je te disais, comme un hôtel, comme un, je sais pas, on pense à un pays, on pense à un style en particulier. Et là, on va faire du picking chez nos fournisseurs pour proposer des produits cohérents qui répondent à cette thématique. Donc c'est beaucoup plus front que ce que j'ai fait chez Casino. Tu y restes 3 ans. 3 ans. À l'issue de ces 3 ans, tu bouges ? Je bouge en fait pas. Je voulais pas bouger. Je pense que j'ai des cycles un peu plus longs à titre personnel sur mes jobs. Mais par un ancien de Bain, Olivier Bron, qui est aux Galeries Lafayette, il me dit rencontre à titre exploratoire la DRH des Galeries Lafayette. Et en fait, c'est une rencontre extraordinaire. Il y avait censément pas de job, mais il y a un job. Et là, on me propose de prendre le BHV. Et donc de prendre du magasin physique. Moi, j'ai jamais eu dans ma responsabilité directe les personnes du terrain, donc ça m'excite vraiment. J'ai ce fil rouge autour de la maison, que ce soit les débuts chez Casino ou chez Westwing, et là, c'est quand même le temple de la maison à Paris. Il y a d'autres magasins quand j'arrive. Il y en a toujours un d'ailleurs en banlieue parisienne à Paris 2. Quand tu arrives au BHV, on est en quelle année à peu près ? J'arrive en 2018. Ok. Il n'y a pas de digital, donc il n'y a pas bhv.fr. Et l'enseigne est finalement assez peu digitalisée, parce que comme il n'y a pas de site e-commerce, en fait, il n'y a pas d'expérience client digital, ou même en magasin. Donc on a fait un boulot de transformation énorme d'une boîte qui a quand même 165 ans, donc avec un legacy système, outils. Enfin, les technos se sont accumulés les unes sur les autres, donc et rien ne se parle trop. On est quand même adossé au groupe Galeries Lafayette, donc on a quand même une force
sur la supply chain, elle est partagée. Une partie des équipes techniques IT sont partagées. Donc évidemment, ça aide quand même à avoir... La mission qui était la tienne en arrivant au BHV, ça a été de digitaliser cette enseigne. Ça a été de réorganiser l'IT. Ça a été quoi en fait? Alors, tu avais une mission qui était, après 5 ans d'un repositionnement, où on était passé du BHV au BHV Marais, on avait développé le muscle de la mode au sens large, donc le prêt-à-porter, la beauté, en complément du bricot, du loisir et de la maison. Mais une fois que ce muscle-là a été développé, il y avait un bilan à faire et à se dire comment, quand même, par rapport aux autres grands magasins, et à son grand frère, les Galeries Lafayette, c'est quoi le positionnement unique du BHV? Et c'est quand même la maison, les loisirs et le bricolage. Donc comment on remuscle quand même cette partie-là, sans oublier la mode qui fait presque... l'univers de la mode au sens large qui fait presque 50% du chiffre d'affaires. Mais comment on réécrit une nouvelle histoire en allant chercher des nouvelles marques, des nouveaux styles qu'on n'a pas. Donc, en il y avait cohérence le côté... avec l'ADN d'origine. Ouais. Donc il y avait ce côté curation de nouvelles marques et repositionnement par des marques nouvelles ou des secteurs nouveaux qui n'étaient pas adressés à faire. Donc ça, c'est une partie vraiment expertise maison. Et l'autre partie, c'est la digitalisation, clairement. Développer bhv.fr. Et de bhv.fr, il y a en faire un site avec un revenu additionnel, aller chercher de la croissance sur ce canal-là, mais aussi transformer l'entreprise en profondeur, de pouvoir proposer des smartphones à nos vendeurs pour qu'ils puissent regarder si le stock est disponible dans le magasin, parce qu'on parle de 38 000 m² en plein cœur de Paris, donc si tu veux, c'est une sorte de village, ou est-ce qu'il est à l'entrepôt, sinon est-ce qu'on le commande et on le fait livrer aux clients, ou et en tout magasin, ça, ou en magasin en click and collect, tout ça n'existait pas, et grâce au lancement du site e-commerce, avec une offre en propre qu'on maîtrise nous, parce qu'on a le stock dans le magasin ou en entrepôt, et une marketplace. D'entrée de jeu, on a les deux. Et grâce à ça, en fait, c'est une transformation en profondeur de l'enseigne. Tu y restes jusqu'à il y a 6 mois. Il y a 6 mois, tu arrives, donc c'est quoi, 4 ans et demi, 5 ans J'ai fait 5 ans au BHV, j'avais 3 casquettes. Achat, maison, bricole, loisirs pour le groupe Galeries Lafayette. Ouais. Donc toujours un lien avec le groupe Galeries Lafayette. Ouais. Ça, c'était quand même hyper intéressant d'être aussi une vision plus horizontale. Parce qu'il y a de la maison dans les Galeries Lafayette à Paris, en province. Rapprochement en plus avec la Redoute. Donc hyper intéressant. Le BHV, c'était le premier lieu physique où AMPM ouvrait un corner. Et ensuite, on a développé des corners AMPM, la Redoute intérieure, dans les Galeries Lafayette et le BHV, avant même que les Galeries Lafayette rachètent 100% de la Redoute. J'avais BHV, donc cette enseigne extraordinaire. Et quelques temps après que j'ai rejoint le groupe aussi, en tant que cliente, j'étais trop excitée, mais j'ai récupéré l'enseigne Italie. Donc un concept de food restauration qui ouvrait juste derrière le BHV, parce que l'idée c'était, il y avait la fondation d'entreprise des Galeries Lafayette pour l'art, il y avait le BHV pour le commerce, et il manquait un endroit pour vraiment magnifier ce sud-marais pour la gastronomie. Et donc on prend la franchise de Italie. Tu connais peut-être, grâce à tous les Italiens qu'il y a en Italie, ou ceux qui ont voyagé aux États-Unis connaissent celui de New York, qui est près du Flatiron, qui est une machine de guerre, un truc incroyable. Et donc, on ouvre, nous, Italie, juste derrière le BHV. Et une fois qu'il est lancé, je récupère aussi cette enseigne, avec encore... Voilà. Alors là, c'est ma petite start-up à l'intérieur d'un gros système. Et on s'éclate, parce que j'arrive 2018, pour rappel, très vite, les gilets jaunes, les grèves du 5 décembre 2019, je m'en souviens comme si c'était hier, qui immobilisent le pays, et ensuite le Covid. Voilà, on est bien. Ouais, donc ça a été une aventure de dingue. En deux mots, c'est quoi ce que tu retiens de ces années BHV, là, toute cette expérience que tu viens de nous décrire? Tu repars avec quoi pour arriver ici au Bon Coin, et tu nous diras un peu ta lettre de mission ici après? Alors là, c'est évidemment plus gros. Donc, il y a 1500 personnes à peu près au BHV. Tu rajoutes presque 1000 personnes démonstrateurs qui sont pas sous contrat BHV, mais qui viennent travailler au BHV chaque jour sous contrat des marques partenaires. Et donc, voilà, j'apprends à bien m'entourer. C'est ça la clé, évidemment. Surtout avec mes 3 casquettes, il faut que je puisse
m'intéresser à tout. En plus, j'aime bien aller dans le détail, comprendre comment les choses fonctionnent. Et en même temps, évidemment, de mettre le poids du corps ou créer de la valeur ajoutée là où c'est le plus pertinent que je passe du temps. Donc, de créer une équipe qui soit complémentaires, diverses, avec chacune des grandes forces et des expertises. Et donc, c'est pas un truc auquel je me dis, quand j'arrive au BHV, je vais revoir tout mon comité de direction. Moi, j'arrive toujours avec beaucoup d'humilité de me dire, il y a des gens qui sont sachants. Moi, j'ai jamais géré le grand magasin. Tout le monde te dit, le grand magasin, c'est très particulier. En fait, si, c'est vrai que c'est particulier parce que c'est chargé d'histoire. C'est un personnel qui est là depuis longtemps et qui est... attaché au lieu, qui a la marque chevillée au corps. Et je pense que le BHV, peut-être encore plus que peut-être d'autres enseignes. C'est différent d'autres retail où tu as peut-être, je sais pas, 600 points de vente. Là, c'est très peu de points de vente, mais qui sont énormes, donc avec d'autres problématiques. Et donc, mais finalement, assez vite, je m'aperçois que soit il y en a qui étaient au bout de l'histoire, soit il y en a qui suivent mon prédécesseur, et ça me donne, moi, l'opportunité de construire une équipe à mon image et voilà, complémentaire pour vraiment essayer, en chef d'orchestre, de les mettre dans les meilleures conditions possibles pour les faire travailler ensemble. Merci. Et donc, justement, tu changes il y a 6 mois pour arriver au Bon Coin. Qu'est-ce qui t'a séduit ici? Et c'est quoi ta lettre de motivation? Ta lettre de motivation, ta lettre de mission, mais enfin, donne-nous ta motivation aussi. Non, mais c'est génial. Je suis appelée par le Bon Coin. Honnêtement, la première réaction, c'est que je suis surprise. Je me suis dit, c'est une boîte tech. Pourquoi ils vont pas chercher quelqu'un peut-être qui viendrait plus des GAFAM par exemple, et je me dis c'est génial parce que j'ai fait du retail, du physique, enfin côté achat, du magasin physique, du e-commerce pure player, et là je vais mettre à l'échelle ce que j'ai appris chez Westwing, mais dans une boîte qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus installée. Il y a 1500 collaborateurs au Bon Coin en France. Ça appartient à un groupe, à Devinta, international, donc il y a aussi de l'exposition, même si moi j'ai une casquette France, on partage énormément avec les autres pays, donc je retrouve cette exposition internationale que j'avais adorée à la fin de mon expérience casino et surtout chez Westwing où on partageait aussi beaucoup entre pays. Et cet enjeu, je pense avec l'âge, d'avoir un alignement encore plus fort pour essayer d'avoir le meilleur impact ou le minimum d'impact sur la planète, de se dire travailler sur le sous-jacent de la seconde main. C'est quelque chose où on avait travaillé aux Galeries Lafayette sur Go for Good, d'essayer de labelliser, de donner à voir aux clients quels étaient les produits plus responsables que les autres dans une démarche de progrès. J'avais initié Celency au BHV, Culture Vintage, voilà, avec essayer de montrer. C'est difficile de trouver le bon business model parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires et de mettre ça au cœur, donc digital, tech et seconde main, c'était génial. Et puis, enfin, c'est génial. Et me dire aussi, je connais bien la partie e-commerce, mais il y a d'autres activités du Bon Coin que j'ai découvertes. Et moi, toujours dans cette soif d'apprendre des nouvelles choses, l'immobilier, l'automobile, l'emploi, la location de vacances. En fait, c'est une plateforme qui est vraiment unique en son genre. Mais ça, on comprend pourquoi tu es voulu venir. Et eux, pourquoi ils ont voulu prendre un profil comme le tien? Écoute, tu le sais? Je pense qu'il y a un fit culturel, de s'assurer que c'est une boîte qui est en transformation, on y reviendra, mais qui va s'ouvrir sur le groupe de façon beaucoup plus forte, où il y a un vrai accompagnement du changement à faire. Et donc je pense qu'ils sont allés ils cherchaient quelqu'un qui était capable de mener cette transition. C'est une boîte qui a des cultures, qui a une culture, des valeurs chevillées au corps. Autour de la proximité, du pragmatisme, de l'engagement, de la créativité, mais honnêtement, on dit tous, il y a des valeurs fortes. Non, ici, c'est dingue. C'est-à-dire, les gens te parlent de ça de façon très régulière, sont très sensibles dès que ça bouge. Attention, on va perdre là notre pragmatisme, ou là, comment on crée encore plus de proximité. C'est à l'intrinsèque de notre produit aussi, où on a un site de rencontre. In fine, c'est pas le but en soi, mais 80% des échanges se font en face à face, donc les gens se rencontrent. On est dans les territoires, on est présent partout en France dans le quotidien des Français et des Françaises. Et donc, je pense qu'il y a ce fit culturel qui est important. Et puis, ils sont en train d'évoluer d'un média petite annonce à un e-commerçant.
Ça, Donc, c'est justement ce qu'on te demande de développer en arrivant ici? ouais, là, c'est ce sur quoi on accélère, et je pense que c'est ce que je peux aussi apporter avec mon bagage. Sur la partie donc, qu'on appelle, nous, re-commerce, biens de consommation. Avant-hier, tu ne pouvais que trouver ton produit, l'acheter, le vendre dans une zone près de chez toi, ou alors tu faisais des kilomètres pour aller chercher ton produit, mais tu ne pouvais pas te le faire livrer. Aujourd'hui, on est vraiment un e-commerçant entre particuliers et même entre professionnels et particuliers, où tu peux payer de façon sécurisée sur la plateforme, te faire livrer en point relais, en casier, à domicile. Tu peux payer en plusieurs fois. On est en train et c'est que le début, parce qu'on est en train de monter en puissance par rapport à ce que font les e-commerçants depuis longtemps, sur tout ce qui est notamment services additionnels autour du SAV, de la sécurité. Comment tu donnes la chance et les moyens de la seconde main de devenir le premier choix des Français. C'est ça ma mission. Génial, une super mission. On va revenir dessus en plus en détail. Merci pour la présentation de ton parcours et le partage de toutes tes expériences qui sont hyper riches. Et je pense que ceux qui ne te connaissaient pas maintenant comprennent la raison pour laquelle tu occupes le poste que tu occupes aujourd'hui. On va prendre un peu de hauteur et parler du marché, le marché de la seconde main. Je le disais en introduction, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, à la fois des changements culturels dans la consommation, avec des Français qui sont de plus en plus sensibles aux notions, tu parlais de e-commerce, bon bref, RSE en règle générale, les sujets environnementaux. Il y a aussi une dimension économique qui a toujours été présente dans l'occasion, le marché de l'occasion. Et d'ailleurs, au début, c'était ça, c'était trouver quelque chose, un produit d'occasion pour le payer moins cher. Aujourd'hui, le contexte économique, la conjoncture, avec l'inflation, pousse la sensibilité au prix. Elle est exacerbée. Comment tout ça se mélange? Comment tu analyses ces besoins des consommateurs qui sont, je le disais aussi en introduction, des vendeurs et des acheteurs sur une plateforme comme Le Bon Coin. Bref, comment ils font du commerce entre eux. Voilà, comment tu vois un peu les choses? On interroge nos clients évidemment très régulièrement, enfin nos utilisateurs. Alors nous, on fait une distinction, parce que tu l'as dit, il y a des clients professionnels et il y a des utilisateurs, les clients particuliers. Et on est C2C, B2C, tout se mélange en plus en fonction des différentes verticales que je citais. Donc on interroge nos utilisateurs, et la raison principale qui reste encore aujourd'hui de pourquoi ils viennent sur Le Bon Coin, c'est sur faire le bon deal. La création du Bon Coin, historiquement, c'est vraiment le bon coup, le bon deal, le bon produit, d'un point de vue aussi dépenses et au coin de la rue. Et donc 99% des acheteurs nous disent qu'ils viennent sur Le Bon Coin parce qu'ils savent qu'ils vont faire une bonne affaire et ils vont payer le produit entre 45 et 50% moins cher que s'ils l'achetaient neuf. Et de plus en plus, là, on voit avec la pression sur le pouvoir d'achat, l'inflation qui a été galopante ces derniers mois, que de plus en plus, ils se disent je pourrais pas me payer ce produit-là si je l'achetais pas en seconde main. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire qu'il y a des consommateurs qui ne se seraient jamais tournés vers la seconde main il y a encore quelques temps, ils seraient allés acheter le produit neuf, mais aujourd'hui, ils arbitrent finalement leurs achats en donnant la priorité à l'occasion. Exactement. Donc ça, c'est un driver très fort. Et en même temps, c'est vrai, il y a une prise de conscience d'essayer d'avoir une consommation plus responsable. Et donc ça, on voit ce pourcentage d'acheteurs. Chaque année, ça progresse. Et là, c'est 93% des acheteurs qui nous disent qu'ils viennent aussi sur Le Bon Coin parce qu'ils ont l'impression, grâce à la circularité des produits, d'avoir un impact plus positif, une consommation plus responsable dans leur quotidien. Et c'est vrai que c'est assez rare. Quand tu regardes en alimentaire, si tu essayes de consommer parfois local ou bio, souvent ça te coûte plus cher. La beauté de la seconde main non alimentaire, c'est que tu arrives à joindre du moins cher et du plus responsable. Donc c'est un positionnement sur lequel je suis évidemment convaincu, mais qui a encore de beaux jours devant soi. Et tu le disais, le marché, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une initiative d'une marque, d'un retailer qui essaye de se lancer. Et c'est bien, moi je suis ravie que ça pousse de partout sur ce marché de la seconde main,
poussé, on va pas se mentir aussi, par le réglementaire, où il y a plein de produits qu'on peut plus jeter aujourd'hui, et tant mieux, donc il faut bien les écouler. Les marques essayent de maîtriser leur univers de marque, donc le font sur leur site. Mais moi, je pense qu'ils vont pas pouvoir se passer à un moment donné aussi, peut-être d'être partenaires avec nous. C'est pour ça qu'on développe une offre pour les professionnels, parce que on a une audience extraordinaire. C'est un Français sur deux qui se connecte à la plateforme chaque mois. On a entre un Français sur deux, donc c'est quoi, un consommateur, on a entre 28 et 30 millions de visiteurs uniques par mois. Okay. Donc c'est plus de 50% de la population Internet qui vient sur la plateforme tous les mois. Mmh. Donc on a cette audience-là, c'est notre pépite. Et pour accélérer l'écoulement, bien sûr qu'ils peuvent le faire sur leur propre plateforme, mais ils peuvent aussi venir le faire. Sur comment tu vas leur proposer de venir utiliser la plateforme. Mais justement, tu dis que les marques en général, elles sont en train de prendre conscience, je pense poussées quand même par les consommateurs, de l'intérêt du reconditionné. Alors, tu dis e-commerce, reconditionné, seconde main, tout n'est pas la même chose. Hein. Ouais. Justement, comment tu peux définir ces grandes notions ? Bon, je te donne la parole, j'ai bien une idée de la réponse, mais c'est... Alors, on dit seconde main, c'est vraiment, tu as un produit que tu as utilisé chez toi depuis peut-être plusieurs années. Je sais pas, tu avais un bureau dans ta chambre d'enfant, ton enfant a grandi, tu vends le bureau, seconde main. Après, on se dit seconde vie. Donc ça, c'est le reconditionné. Pour moi, c'est en adéquation dans cet univers de la circularité, où là, tu vas rendre un produit digital. Souvent, tu vas passer par un professionnel qui va devoir faire une action pour le remettre comme s'il était neuf, et ensuite le revendre. Et puis après, tu peux aller même jusqu'à la seconde chance. Nous, on laisse aussi ça, c'est-à-dire que c'est des produits... Parfois, ils n'ont même pas été utilisés, donc c'est vrai qu'ils peuvent être considérés comme neufs, mais ils ont voyagé, c'est un retour e-commerce, le packaging est abîmé, c'est un modèle d'exposition en magasin, il a peut-être une petite tonche sur le côté, un petit éclat de peinture qui a sauté, mais il a été quasiment peu ou pas utilisé. Et ça aussi, donc on dit seconde main, seconde vie, seconde chance. Tout ça, ça fait partie de l'univers du Bon Coin en tout cas, et de ce que je considère moi comme la circularité. Comment vous analysez les besoins des consommateurs ? Est-ce qu'il y a des sondages qui sont faits ? Est-ce que vous les écoutez d'une façon ou d'une autre ? Tu parlais de données déjà sur qui ils étaient, mais comment vous faites en fait, pour les obtenir ? Nous on a une source de data qui est extraordinaire de par l'usage de la plateforme, et donc on a une plateforme d'insight. Le Bon Observatoire, ça s'appelle, c'est accessible d'ailleurs à tous, et dans lequel on fait sur tout segment de marché, demandé par des marques en particulier ou nous parce qu'on s'intéresse, comment consomment les différents utilisateurs sur la plateforme. Ce qui est génial avec le Bon Coin, aussi parce qu'on a cette masse d'utilisateurs, c'est qu'on arrive à avoir à chaque fois des panels assez importants pour tirer des conclusions, et on voit tous les moments de vie. On est capable de voir quand tu déménages, si tu as acheté un appartement sur le Bon Coin, quand tu as un enfant parce que ou quand tes enfants grandissent parce que tu vas revendre les poussettes ou acheter le lit parapluie. Et donc c'est ça qui est intéressant, et ce pourquoi sur la partie, parce qu'il y a un autre aspect dont on n'a pas parti, on a une régie publicitaire. Donc les marques qui vendent, pas forcément d'ailleurs sur le Bon Coin, viennent pour l'audience du Bon Coin. Et on est capable d'adresser des moments très précis de la vie. Si tu veux adresser les personnes qui ont bougé dans ces derniers mois de Paris à Bordeaux, parce que tu es un service de déménageur sur site ou je sais pas quoi. Bref, on peut cibler ces gens-là. Donc, on a de la data, on a une équipe de data, c'est une tribe dans les équipes tech dédiées avec plus de 70 personnes qui nourrissent la data, mais aussi qui nourrissent pour le machine learning, pour tout ce qu'on va développer sur la plateforme. Donc, on a une source, une mine d'or. Énorme, justement, ce qui vous permet une analyse du marché que vous exploitez en interne. Est-ce qu'il y a une notion de mesure de la taille du marché de la seconde main qui existe ? Est-ce qu'on parle de milliards ? Comment on chiffre ça ? Ouais, alors nous, on chaque année, grâce à un partenaire qui s'appelle Archipel, on fait la même étude en plus dans le temps, donc on voit comment ça évolue. Parce que comme il y a des choses qu'on maîtrise, tout ce qui passe par le e-commerce, on voit de bout en bout ce qui s'est fait. Il y a des choses qu'on estime, parce que quand en fait le contact il peut être pris sur la plateforme, ça échange dans le chat, et puis après le produit il est retiré de la plateforme. On a un questionnaire pour savoir s'il a été vendu par le Bon Coin ou pas, mais c'est répondu de façon plus ou moins aléatoire par les utilisateurs. Mais donc on fait des estimations. L'année dernière, 111 millions
de biens auraient été échangés sur le Bon Coin. Et on considère que, en fait, on a... Le gros du marché est encore physique. Donc, les brocantes, les trocs passent pas forcément par une plateforme. Ensuite, le digital, et ce marché-là, il croît à peu près à 20% par an. Le digital prend des parts de marché. Le Bon Coin, mais d'autres, toutes les initiatives dont on a parlé qui se passent beaucoup en ligne. Et après, c'est très différent en fonction des catégories. Grâce à Fox Intelligence, on suit ce marché de la seconde main. On voit que c'est seulement 8% en fait, en valeur du e-commerce qui est dédié à la seconde main. Donc c'est encore petit. Donc le e-commerce, on part sur quoi, 150 milliards ? Oui, alors ça dépend si tu prends les services, pas les services, voilà. Mais on va dire si c'est à peu près ça. Donc 8% de ce e-commerce-là est seconde main. Mais tu as des marchés qui sont plus matures. Sur le textile, c'est plutôt 20%. Voilà, et des marchés qui le sont moins parce que ça voyage moins bien. Donc par exemple, sur le mobilier, c'est plus difficile à suivre. Parce qu'évidemment, nous, pour l'instant, ça passe encore hors de la plateforme. Et c'est pas forcément facile de traquer les brocantes de tous les villages de France, quoi. Bien sûr. Bon, merci pour cette entrée en matière avec le marché, où on comprend bien qu'effectivement, même si on en avait tous un peu conscience que c'est un marché qui est en croissance, tu as commencé à évoquer certaines fonctionnalités, features de la plateforme. Tu peux nous pitcher en 2 secondes la proposition de valeur du Bon Coin telle qu'elle se définit aujourd'hui en 2023 ? Donc on est la plateforme de référence entre particuliers pour l'échange de biens avec... c'est là où le pitch se complexifie, c'est avec tout cet univers, c'est là que c'est unique aussi. Tu vois, souvent on me demande c'est qui nos concurrents. Des concurrents, on en a partout, mais à la fois on est unique parce que même Amazon, ils font pas de l'immobilier, de l'emploi, de la location de vacances. Donc on a toutes ces verticales qui nourrissent la plateforme. Dans la proposition de valeur, on est en train vraiment de switcher d'un modèle petite annonce à un e-commerçant. Dont l'objectif, c'est de devenir le leader à l'échelle européenne, on en reparlera au niveau du groupe, sur la seconde main. Pour devenir un e-commerçant, ça impose quelles étapes, quels passages, quelles transformations ? C'est surtout sur le produit en fait que tout a changé et de se plugger à des partenaires puisque historiquement on n'avait pas de portefeuille digital, on n'avait pas de solution de paiement, donc en fait comme la construction d'un pure player e-commerce, brique par brique on est en train de construire cette proposition de valeur. Ça veut dire qu'à terme il sera plus possible d'échanger des articles sur le Bon Coin sans qu'il y ait une transaction financière sur la plateforme, ou ça restera toujours possible ? Ça restera toujours possible. Notre force, que personne ne pourra nous prendre, justement, c'est de se dire que, déjà, on va être très accessible. Donc, on a un produit qui est extrêmement simple, où même les personnes les plus averses au digital peuvent avoir accès au Bon Coin pour échanger leurs biens. Et on veut pouvoir avoir cette proximité. 80% des échanges se font aujourd'hui en face à face encore. On pense qu'on va peut-être arriver à un moment donné à 50-50, mais on veut que les personnes puissent continuer à faire des échanges physiques aussi parce que c'est un moyen social quand même, un peu peut-être dans l'émotionnel de rencontrer des personnes, et il y en a plein de jolies histoires là-dessus, mais aussi d'un point de vue impact, c'est plus facile si le produit tu vas le chercher chez ton voisin de palier que si tu le fais voyager en France. Donc cette option-là, on la garde. Maintenant, tout n'est pas possible, il y a des gens qui ne veulent pas se rencontrer, il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver le produit proche de chez eux, et donc là tu leur proposes des solutions simples de e-commerçant classique pour qu'ils puissent le faire. Et là on a encore énormément de choses à explorer, que ce soit sur la fidélisation, sur avoir un abonnement pour la livraison, avoir des garanties. Comment on arrive, il y a un Français sur 2 qui vient sur la plateforme, le Français sur 2 qui vient pas. Parfois, c'est aussi parce qu'il a encore peur de consommer de la seconde main. Il se dit, je ne sais pas si le produit va être authentique, s'il est certifié, si ça va... C'est la mission de tiers de confiance, en fait, Exactement. que vous devez remplir. Et donc là, on a encore beaucoup de choses à faire en développant des partenariats,
soit en interne, soit avec des partenaires qui existent, de comment tu certifies que le produit, c'est un produit conforme, comment tu donnes des garanties, des assurances. On le fait déjà sur la voiture, par exemple, de t'assurer que si tu achètes un véhicule d'occasion entre particuliers sur Le Bon Coin, tu as une garantie panne mécanique. Parce que si le véhicule tu l'achètes et puis au bout de 100 km il marche plus, en fait tu puisses te retourner contre quelqu'un. Donc on est en train de développer ces services-là, mais on est encore au début et je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de partenariats smart à faire pour rassurer les clients qui ne sont pas encore attirés par la seconde main. Concrètement, comment ça fonctionne ? C'est le vendeur, c'est l'acheteur qui va aller souscrire par exemple à l'option transactionnelle où il y a une protection qui est offerte quand tu payes en ligne le produit que tu veux acheter. Il y a un badge qui garantit, tu vas le dire mieux que moi, c'est le vendeur qui lui a décidé de souscrire à cette option et l'acheteur va devoir payer pour avoir sa garantie. Comment ça fonctionne ? Au moment de dépôt de l'annonce, déjà, on va t'aider par le machine learning à essayer de te faciliter la vie, à que ça soit rangé dans la bonne catégorie, dans la borne arborescence. Et donc, tu peux ticker le fait que le produit, il peut être en transactionnel. Donc, il y a des produits qui ne sont pas encore éligibles aujourd'hui, plus beaucoup, mais en tout cas, tout ce qui est encombrant, pour l'instant, on n'a pas notre offre à nous de livraison pour l'encombrant, ça viendra. Et donc ça, pour le coup, ça peut pas voyager par nous. Par contre, tu peux payer par nous, si tu as envie, parce que même dans le cadre du face-à-face, on a fait une sécurité de paiement pour ne pas forcément avoir, je sais pas, si tu achètes un produit un peu cher, te retrouver sur le parking avec 500 € en poche si t'es pas rassuré. Donc tu peux payer sur la plateforme et en plus l'argent va se libérer que si tu valides vraiment check que le produit, c'est vrai quand tu le reçois en e-commerce, mais c'est aussi vrai par ce service-là sur la plateforme. Donc peut-être que de plus en plus de paiements, et on l'espère, passeront quand même par la plateforme parce que ça limite la fraude et ça aide à rassurer les utilisateurs. Mais donc sinon, c'est coché par le vendeur qui dit « je peux envoyer ce produit ». Et ensuite, c'est le bailleur qui, lui, paye la commission pour 4%, c'est exactement, ça pour la garantie de paiement et le service de livraison. Et là, lui, il n'a pas le choix que d'y souscrire si le vendeur a coché l'option. Alors, il peut toujours chatter et demander « puis-je venir le chercher ?» C'est une option, s'il habite pas loin, s'il préfère, et peut-être que le vendeur est d'accord avec ça. Et sinon, s'il n'a pas envie ni d'être en contact, ni quoi que ce soit, mais qu'il veut se faire livrer le produit, il paye les 4%. Mais il peut aussi le payer en ligne et aller le chercher, je te dis ça, parce qu'il se trouve que mon fils, hier, a fait cette expérience-là en achetant un boîtier d'appareil photo et qu'il a payé en ligne, il a découvert qu'il y avait 4% de commission supplémentaire, et il trouvait que ça le prenait dans ses économies, bref, et il me dit tu poseras la question à Amandine demain, comment ça fonctionne. Non mais en fait, c'est justement pour garantir ce paiement et il est allé à Paris, porte d'Orléans, récupérer avec le vendeur le boitier d'appareil photo et il était plus sécurisé de ne pas avoir l'argent sur lui et d'échanger l'argent dans la rue. Exactement. Voilà, donc tu lui diras, c'est pour ça les 4%. Donc ça, on est rentré dans le cœur en fait de ce qui fait la plateforme Le Bon Coin, du Bon Coin. C'est pénible avec Le Bon Coin, on ne sait jamais comment on faut dire. C'est pas facile. En français, on a envie de dire quand même du Bon Coin. Tout le monde comprend. C'est quoi les autres dimensions importantes pour devenir encore plus e-commerçant ? Et puis, parle-moi un peu de la façon avec laquelle l'avenir du Bon Coin se dessine au sein du groupe. Probablement qu'Antoine, d'ailleurs, Joutot, doit jouer un rôle pour favoriser un développement du Bon Coin à l'échelle internationale. Mais bien sûr, alors, il y a là une toute nouvelle offre qu'on a pour les professionnels. Justement, ce que je te disais de ce qu'on considère sur le reconditionné ou les produits qui sont en magasin, retour e-commerce, ils ne savent pas quoi en faire, modèle d'exposition. De plus en plus, on propose, parce que le réglementaire, loi AGEC, on ne jette pas les produits, on ne baigne pas les produits, on ne brûle plus les produits, et tant mieux. Donc comment on accompagne les professionnels aussi à vendre ces produits-là sur Le Bon Coin ?
Et donc là, on est au tout début, de façon manuelle. On a un partenariat avec Auchan ou avec Boulanger. De façon manuelle, les magasins peuvent décider, pour favoriser l'écoulement, parce qu'ils ont accès à cette audience énorme, de mettre les produits, en plus du magasin physique, sur la plateforme. Donc là, le vendeur, c'est Boulanger ou Auchan. Exactement. Donc et c'est à eux que tu vas acheter en tant que consommateur. Tu vas acheter Boulanger ou Auchan sur la plateforme du Bon Coin. Ouais. Ils peuvent te livrer, mais ils peuvent te dire aussi, non, tu viens le chercher. Donc ça fait drive to store. Et ça, on s'est dit, donc c'est bien de pouvoir le faire de façon manuelle, mais il faut qu'on essaye de le faire de façon automatique. Donc on est en train de construire vraiment cette marketplace professionnelle où on a des connecteurs qui sont en train d'être alimentés sur la plateforme. Donc on travaille d'abord avec Shopping Feed. Là, on a un nouveau connecteur qui arrive en fin d'année, Sellermania, où on peut, pour des marques qui ont pas mal de stock, développer des API dédiés. Donc The Brand Collector, par exemple, arrive sur la plateforme pour du vintage luxe, accessoires et prêt-à-porter. Et donc là, ils viennent de façon plus professionnelle sur la plateforme. Donc le jeu, ça va être de se dire, selon les catégories de produits, quel est le bon niveau d'offre que entre particuliers, ou là où le professionnel a un rôle à jouer. Évidemment qu'on veut rester une plateforme entre particuliers, mais on veut aussi aider les professionnels. Et il y a certains marchés, typiquement on prend l'électroménager ou le multimédia. Et bien évidemment que là, la part de professionnels, elle sera forcément beaucoup plus forte en proposant du reconditionné, parce que tu es plus rassuré d'acheter un iPhone qui a été reconditionné et qui fonctionne, ou qui a un peu la garantie d'un professionnel qui l'a révisé, que l'iPhone de ton voisin où tu sais pas trop... Quelle est son histoire. Exactement. Et là, c'est là où on est aussi qu'au début, c'est que quand tu viens du retail comme moi et que tu arrives au Bon Coin, c'est génial parce qu'il y a encore tellement d'histoires à écrire sur ce marché de la seconde main qui a un potentiel de dingue, mais surtout on considère le e-commerce comme un tout, le bien de conso. Chez aucun retailer, alors j'ai géré le non-alimentaire, je t'ai dit ça tout à l'heure, mais dans le non-alimentaire, j'avais les équipes textiles prêt-à-porter, les équipes multimédia, loisirs. Aujourd'hui, on n'est pas du tout, nous, encore structurés comme ça. On est au tout début du category management, où c'est là où ça va être intéressant de voir quel rôle joue le professionnel par rapport à l'offre des particuliers sur la plateforme. Donc ça, c'est ce qu'on est en train... C'est là aussi où le retail média entre en jeu pour Exactement. les professionnels. Donc on est une régie, on est 3e régie publicitaire en France. Les annonceurs viennent pour cibler notre audience directement sur la plateforme, mais aussi en extension d'audience. Tu peux utiliser l'audience du Bon Coin, tous ces moments de vie qui t'intéressent, mais tu trouves que le cadre du Bon Coin, c'est pas forcément en adéquation avec ta marque, mais tu peux activer cette audience-là sur YouTube, sur Deezer, pour être encore plus efficace. Et on a plein de use cases là-dessus qui sont hyper pertinents. Des La Redoute, pour pas les citer, qui nous utilisent notamment sur YouTube, en utilisant l'audience du Bon Coin segmentée comme il le souhaite. Et maintenant qu'on va avoir ces professionnels sur la plateforme, on va pouvoir vraiment développer du vrai retail média, c'est-à-dire que tu auras les professionnels qui vont venir, et pour maximiser la rotation, leur visibilité et les chances de vendre les produits, auront des solutions d'accélérateurs par le retail média. Ok, et alors pour aller sur justement l'internationalisation ou l'intégration, je ne sais pas quels sont les bons mots à utiliser au sein du groupe, c'est quoi les chantiers, c'est quoi les objectifs qui sont en face de toi? Alors, le Bon Coin, ça appartient donc à un groupe Adevinta. Donc ça a été lancé il y a 17 ans. En fait, la petite histoire, c'est des Norvégiens et des Français qui ont lancé la plateforme. Et donc les Norvégiens, Schibsted, ils sont toujours au capital. C'est une boîte de médias scandinave norvégienne. Et donc par construction, on a racheté en 2021 la partie petite annonce d'eBay. Et donc on s'est retrouvé à avoir des homologues du Bon Coin, chacun sa marque et ses savoir-faire, mais on va dire sur le même business model de petite annonce dans les différentes verticales, mais avec bien de consommation en majorité, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en France, au Benelux. Après, on a des activités dont je te parle moins, mais c'est juste pour te le mentionner, au Canada, au Brésil, en Irlande, Kijiji, et en Autriche. Mais nous, on se concentre déjà sur ce qu'on appelle l'Europe des 5. Et là, on a un projet extrêmement ambitieux de converger nos plateformes généralistes. Parce que dans ces pays-là, petite parenthèse, tu as des plateformes généralistes comme le Bon Coin ou des plateformes spécialisées. En Allemagne, par exemple, tu as Mobile, qui n'est que sur l'automobile. Nous, le Bon Coin, historiquement, quand on a racheté des entreprises, Avant de louer, Vide Dressing, on les a
absorbés, intégrés dans la plateforme du Bon Coin avec tout leur savoir-faire. On a énormément accéléré sur le e-commerce grâce à VidDressing. La marque n'existe plus en tant que telle, mais tout le savoir-faire de VidDressing a bien servi les utilisateurs du Bon Coin. Et donc, à l'échelle européenne, notre plateforme généraliste, on est en train de les faire converger. Donc, c'est un projet tech énorme, hyper ambitieux pour que demain, en fait, on arrête de démultiplier tout ce qu'on fait dans les pays. C'est-à-dire que là, quand moi je développe un PSP, l'Espagne développe aussi un PSP et l'Allemagne développe un PSP. Donc en fait, on a quand même une perte d'énergie. Quand tu dis que tu développes un PSP, enfin, qui plug un PSP sur la plateforme. Quand on développe la connexion avec un livreur. Oui, il y a une forme de rationalisation des devs. Tout est fait démultiplié par le nombre de pays dans lequel on est. Donc en fait, on rassemble nos équipes produits et tech, on rassemble notre plateforme technique. Et une fois qu'on aura ça, on va du coup avoir toute cette force produits et tech pour être beaucoup plus fin dans ce que je te disais, arrêter de regarder bien de conso comme un tout, mais être beaucoup plus fin dans les parcours et d'avoir un arbre très différent, une arborescence très différente entre le textile et le multimédia. Il y a une cohérence qui va se faire. Comment le chantier se met en place? C'est-à-dire que tout repart from scratch, on réécrit une plateforme, ou alors on utilise, une de référence, à tout hasard le Bon Coin, et on va aller la customiser pour qu'elle puisse, ou la reformater un peu pour qu'elle puisse répondre aux besoins de tous les autres. Comment ça fonctionne? Ouais, on s'appuie sur les savoir-faire de toutes les équipes. Donc c'est pour ça que toutes les équipes produits et tech de tous les pays progressivement commencent à travailler ensemble. Et on s'appuie sur la plateforme du Bon Coin qu'on adapte pour qu'elle puisse être le réceptacle de tous les savoir-faire des autres pays. Et donc on commence par les deux plus gros pays, la France et l'Allemagne. Donc ça, c'est le côté tech de l'intégration au niveau du groupe. Est-ce qu'il y a aussi des ambitions business pour le Bon Coin avec le groupe, c'est-à-dire se développer un peu ailleurs ou autrement, ou je sais pas? Tu as des ambitions business liées à cette convergence, au fait que donc on va libérer de la bande passante pour produits et tech pour être toujours meilleur, mais aussi grâce à cette plateforme, on va pouvoir faire du cross-border, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et donc si tu habites, je sais pas, à Strasbourg et que le produit, tu l'as pas, mais qu'en Allemagne, tu as un produit qui te convient, tu pourras demain le faire venir d'Allemagne. D'accord. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Les plateformes sont vraiment toutes... ne discutent pas entre elles. Non. Tu l'as évoqué. Alors merci. Est-ce qu'il y a d'autres points importants dans l'intégration du groupe qu'on n'aurait pas évoqué, ou est-ce qu'on peut passer à la partie data service client? Non, c'est déjà l'ambition très forte autour de ce projet européen. Et comme tu le disais, c'est Antoine Joutot qui porte ce projet-là. La vision, elle est hyper claire, et donc on est à fond derrière lui pour délivrer ce programme. J'en doute pas. Et il doit compter sur vous aussi pour l'accompagner dans cette transition. Justement, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, la data, c'est quand même un point hyper important. Vous en avez une masse phénoménale. Je le disais, les utilisateurs, dans les particuliers, ce sont des vendeurs et des acheteurs, et qu'un jour, un vendeur peut se transformer le lendemain en acheteur et vice-versa. Comment tu fais pour soigner la relation avec cette singularité? Comment tu fais pour faire de l'acquisition? Est-ce qu'il y a besoin encore de faire de l'acquisition? Tu as évoqué tout à l'heure aussi le mot de fidélisation. Bon, bref, comment on fait pour gérer la relation avec ses utilisateurs? Alors, ouais, tu l'as dit, les vendeurs sont des acheteurs un jour et le lendemain, et les professionnels sont aussi des particuliers. Ouais. Donc, quand tu t'adresses aux professionnels de l'immobilier, c'est aussi potentiellement lui qui va peut-être mettre son appart en direct sur le Bon Coin ou acheter sa voiture demain sur le Bon Coin. Donc, c'est vrai que tu as une sorte de mélange des genres. On essaye d'activer les deux facettes. Donc, on va aussi bien... par cette manne de données, évidemment, réussir à pas trop pressuriser l'utilisateur. Mais si on a quand même des patterns. On voit ceux qui sont plus acheteurs, ceux qui sont mixtes, ceux qui sont plus vendeurs. Et en fonction de ça, tu vas recevoir la bonne newsletter qui va bien en disant si tu as ce top 10 produits qui sont les produits les plus recherchés en ce moment sur la plateforme,
chez toi ou dans ton dressing, n'hésite pas à les diffuser. Et à l'inverse, si moi je suis par exemple The Brand Collector qui arrive sur la plateforme, là je vais recevoir, comme ils savent peut-être que cette personne est fan de luxe vintage, je vais être, en fonction évidemment assez classiquement de mon utilisation de la plateforme, être sollicité là-dessus. Donc c'est par l'analyse de cette data et beaucoup de machine learning et de segmentation qu'en fait on arrive à avoir le bon message pour le bon utilisateur. Et donc ce que toi tu vas recevoir en fonction de qui tu es sur la plateforme sera très différent de ce que moi je reçois en push notification, en CRM, en retargeting sur quand tu vas ouvrir ton Instagram, etc. Tu as besoin de recruter encore ? Et si oui, comment tu fais ? Ou est-ce que c'est la rétention ? Ou est-ce qu'il y a une telle notoriété qu'aujourd'hui, le recrutement, il n'est pas nécessaire ? Comment ça... Moi, je pense qu'on a toujours, évidemment... Alors, on a été leader en visitorat sur le premier semestre, premier site français e-commerce en visitorat devant Amazon. Donc, je peux dire qu'on n'est pas peu fiers. Donc, on a le trafic. Les gens connaissent Le Bon Coin. C'est génial. Tout le monde a sa petite histoire avec Le Bon Coin quand tu dis où tu travailles. Mais malgré ça... il y a quand même 50% des utilisateurs e-commerce, Internet, qui ne vont pas encore sur la plateforme. Donc, on peut toujours aller chercher des nouveaux clients. Quand on a notre taille, ce qui fait bouger les lignes d'un point de vue haut de funnel, c'est la télé. Donc, on est quand même présent de façon continue en télé, avec ce parti pris de ce qu'on appelle le cercle vertueux chez nous. C'est vraiment, même si au final... tu vas peut-être vendre un appart ou acheter une voiture, c'est le bien de consommation qui fait venir sur la plateforme et c'est pour ça qu'on est connu. Donc on alimente vraiment dans toutes nos communications autour des produits biens de conso. De plus en plus dans nos communications télé aussi d'expliquer justement qu'on peut faire du transactionnel. C'est pas encore connu de tous. Les gens ils pensent encore que c'est avec son voisin. Donc on alimente ça et donc on a une vraie ambition, comme on est dans la culture du delivery, qu'il y a des nouvelles features qui sortent tout le temps, c'est comment on arrive à faire savoir à peut-être des clients qui sont des utilisateurs qui sont pas venus depuis quelques temps qu'en fait c'est en perpétuelle amélioration et qu'on est capable de faire tout ça. Donc la télé en haut de funnel c'est ce qui nous sert le plus et ensuite des leviers assez classiques, mais on fait finalement par rapport à d'autres e-commerçants peu de SIA. Et donc on va beaucoup utiliser CRM, push notif, email pour activer les clients de la plateforme. Quelques questions vite qui me viennent en tête avant de conclure. C'est quoi qui est le plus utilisé ? L'app, le site, comment ça fonctionne ? Quelle est la répartition ? 70% du trafic se fait sur l'app. Ok. Donc vraiment mobile first. Et mobile first, si tu regardes tout, c'est 90% mobile. D'accord. Donc le delta, c'est web mobile, quoi. Ouais, web mobile. Ouais. D'accord. Autant que les acheteurs que les vendeurs. Exactement. Il y a quel que soit. Après, la partie desktop, elle reste quand même importante pour nos clients. Parce que les clients professionnels, eux qui vendent sur la plateforme, souvent, t'es agent immobilier, t'es concessionnaire automobile, tu le fais depuis un ordinateur. Donc en fait, je pense que plus que d'autres, on est quand même très vigilant de mettre à jour et d'avoir aussi une UX sur le desktop qui soit performante, plutôt à destination des clients professionnels. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous donner quelques types de profils d'utilisateurs ? Est-ce que c'est vraiment la représentation complète de la société française ou est-ce que vous observez des profils types sur la plateforme ? Non, c'est assez dingue. On est vraiment miroir de la consommation française. Si tu regardes, que ce soit les genres, les âges, CSP. On est un peu plus CSP+. C'est pas forcément d'ailleurs intuitif parce que tu dis Le Bon Coin, c'est plutôt un produit accessible, mainstream. Mais on est un peu plus CSP+. Certainement poussé par
l'immobilier ou certaines typologies de voitures que la moyenne, mais sinon on est cuit réparti. C'est pour ça qu'on est souvent sollicité même par les pouvoirs publics de faire parfois des analyses parce qu'en fait on a une source de données qui fait que tu vois vraiment en live où les loyers augmentent, où les loyers diminuent, comment bougent les populations. C'est assez dingue. On a quelques régions sur lesquelles on est historiquement un peu plus pénétré, notamment dans le nord de la France. Mais ouais, on est à l'image de la consommation française. Bon, bah, écoute, merci Amandine pour cet échange de grande qualité. Merci pour tous les... écoute, ton retour d'expérience, l'expertise, ta vision. Merci pour nous avoir expliqué peut-être un peu autrement comment fonctionne le Bon Coin et les ambitions qui sont les siennes. Je vais en profiter pour remercier les one-to-one de Retail e-commerce de Monaco et expérience client de Biarritz pour le support apporté à cet épisode. Et puis Amandine, si jamais on veut rentrer en contact avec toi, j'imagine que LinkedIn, c'est le meilleur des chemins. Exactement. Je garantis pas une réponse immédiate, mais c'est évidemment le réseau que je regarde le plus. Bon, merci encore, merci à vous tous qui écoutez. Merci pour les messages d'encouragement que vous nous faites parvenir. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut Amandine. Salut.